Bonjour, dans ce deuxième diaporama sur les perturbateurs endocriniens, nous allons travailler cette fois-ci non plus sur les généralités, mais sur les caractéristiques toxicologiques des perturbateurs endocriniens. Et on va voir que ça révolutionne en fait la toxicologie traditionnelle. Donc si on étudie les caractéristiques d'un polluant toxique traditionnel, en général on peut observer une corrélation entre l'effet du toxique et la dose. Donc plus la dose augmente, plus l'effet du toxique est important. Et éventuellement, il peut y avoir un seuil à partir duquel il y a un effet et en dessous duquel il n'y a pas d'effet. Donc la NOEC et la LOEC traduisent cette notion de seuil. Et grâce à cette notion de seuil, on a pu définir des valeurs toxiques de référence où on considère que donc en dessous de ce seuil, il n'y a pas vraiment d'impact toxique du polluant. Donc ça, c'est la première caractéristique de tous les polluants qu'on a étudiés jusqu'à présent. Alors, il y en a qui n'ont pas de seuil, mais quoi qu'il en soit, on a quand même un effet dose, c'est-à-dire plus la dose augmente, plus l'effet est important. Et donc Paracelse avait d'ailleurs dit, rien n'est poison, tout est poison, seule la dose fait le poison. L'autre caractéristique traditionnelle de toxicité, c'est que les effets sont visibles sur l'individu que l'on expose essentiellement. Et après, il peut y avoir des effets sur la descendance liés à des impacts sur la production des gamètes, etc. Mais normalement, c'est l'individu qui est exposé qui subit la toxicité. Et on va voir qu'avec les perturbateurs endocriniens, ces caractéristiques fondamentales de toxicité sont remises en cause. Donc, il y a 4 caractéristiques toxicologiques des perturbateurs endocriniens que vous devez connaître. La première chose, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient une courbe de dose-réponse en U inversée, c'est-à-dire que parfois on a plus d'effet à faible dose qu'à forte dose. Ensuite, on a un effet fenêtre, donc ça veut dire que le polluant ne va pas avoir un impact identique en fonction de la période à laquelle on va exposer les individus. Et il y a des périodes qui sont plus critiques, pendant lesquelles le polluant va vraiment avoir un effet majeur, s'il est administré à cette période critique. La troisième caractéristique, c'est qu'on a des effets cocktails, c'est-à-dire qu'un perturbateur endocrinien seul agit peut-être pas, mais par contre, lorsqu'il est combiné avec d'autres perturbateurs endocriniens, il peut y avoir un effet de renforcement de leur toxicité. Et enfin, on a des effets transgénérationnels qui fait que non seulement les individus qui sont touchés qui sont exposés aux polluants subissent les effets toxiques de ces perturbateurs endocriniens, mais également la descendance. Donc on a ce qu'on appelle des effets transgénérationnels, et parfois même il n'y a pas d'impact sur la génération touchée, mais par contre il y a des impacts sur les générations suivantes. Donc on va reprendre ces 4 caractéristiques. Donc vous avez les documents qui vous ont été fournis que vous pouvez juste annoter. Donc en prenant quelques exemples. Par exemple, si on prend la toxicologie du bisphénol A, donc on a exposé des rongeurs adultes à du bisphénol A et on regarde l'accumulation de triglycérides dans le foie. Et on constate donc que les petites gouttelettes de triglycérides sont marquées en rose. Donc vous voyez, là on a des tissus qui ont été traités avec 0 microgrammes par kilogramme par jour de bisphénol A, là avec 50 et là avec 5000 microgrammes par kilogramme par jour. Et on voit qu'il y a plus de gouttelettes avec 50 microgrammes par kilogramme par jour qu'avec 5000 microgrammes par kilogramme par jour. Donc si on regarde ici le nombre aussi d'esters de cholestérol dans le foie, on voit qu'ils sont plus nombreux, ces stockages sous forme de cholestérol à la dose de 50 qu'à la dose de 5000, d'où le terme de U renversé. Et pareil, pour les triglycérides, on a une plus grande accumulation de triglycérides à 50 et 500 microgrammes par kilogramme par jour de bisphénol A qu'à 5000. Donc ça cause un problème quand même, parce que je vous rappelle que pour mettre en place les valeurs toxiques de référence, donc là les TDI c'est la même chose, en fait normalement on prévoit de prendre une plus petite dose en se disant que une plus petite dose aura moins d'impact et qu'on va au contraire plus se protéger. Et là, finalement, il y a plus d'impact à la valeur toxique de référence qu'à la NOEL qui avait été déterminée dans les tests toxicologiques. Donc cet effet d'accumulation des triglycérides pourrait expliquer l'effet obesigène du bisphénol A, et on voit qu'il est plus marqué à faible concentration. Alors vous voyez, on observe également cet effet pour l'hexachlorobenzène,
L'hexachlorobenzène, en fait, on constate qu'il va augmenter l'incidence de cancer de la prostate à faible dose. Et par contre, à forte dose, il va plutôt diminuer l'incidence du cancer de la prostate. Et enfin, un troisième exemple de courbe en U renversée, donc c'est avec le bisphénol A sur le cancer du sein. Donc on voit qu'on a ici regardé la formation de tumeurs mammaires et du canal. Et on voit que finalement, on a une plus grande formation de tumeurs avec une exposition des rongeurs à 25 microgrammes par kilogramme par jour qu'à 250. Donc là, bon, c'est plusieurs exemples qui montrent que finalement, on n'a pas cet effet traditionnel. Alors, c'est pas non plus un effet comme on avait pu montrer avec le cuivre des oligo-éléments, par exemple. Ce ne sont pas des molécules qui sont naturellement présentes dans l'organisme. Donc, ce n'est pas la même caractéristique que pour les oligo-éléments. Ensuite, on a donc la deuxième caractéristique qui est l'effet fenêtre. Donc, l'effet fenêtre consiste à remarquer que les effets sont particulièrement délétères si le perturbateur endocrinien il est appliqué à un moment précis, donc ce qu'on appelle la période critique du développement. Et finalement, après que cette période critique est passée, si on applique le polluant, il n'y a pas d'impact. Donc là, c'est ce qu'on peut voir avec l'effet du distilbène, hein. Donc je vous rappelle que le distilbène il a des effets sur les jeunes filles qui ont été exposées in utero lorsque leur mère prenait du distilbène pendant leur grossesse. Et on a pu constater qu'on avait des périodes, des défauts de formation de l'appareil génital chez ces jeunes filles exposées in utero. Et notamment aussi on va avoir plus de risques de cancers cervico-vaginaux. Et si les femmes, leur mère, donc a pris le DES pendant avant la 9e semaine de grossesse ou jusqu'à la 14e semaine de grossesse, alors effectivement elles ont 3 à 4 fois plus de chances qu'une personne normale de développer un cancer, enfin de malchance. Par contre, si la mère a pris le distilbène après la 15e semaine de grossesse, alors vous voyez le risque relatif est de 1, c'est-à-dire qu'elles ont la même chance ou malchance de développer un cancer cervical qu'une personne qui n'a pas reçu de DES pendant son développement in utero. Donc un autre exemple de l'effet fenêtre est l'effet de l'insecticide vinclosoline. Donc on a pu montrer que lorsqu'il était injecté à des rats gestantes, ça avait des effets sur la descendance, notamment sur la production de sperme et la qualité des spermatozoïdes. Et en fait, cet effet négatif ne s'observe que lorsqu'on fait l'injection au moment précis de la différenciation du sexe et du développement testiculaire des descendants. Et si on fait l'injection avant ou après, cette phase de maturation en fait, des gonades et des précurseurs des gamètes, eh ben, en fait, il n'y a pas d'effet. Alors, ce qui est à noter, hein, c'est que cette phase de développement du testiculaire ou des gonades en général est beaucoup plus courte chez la souris que chez l'homme. Chez l'homme, ça va mettre beaucoup plus de temps. Et donc finalement, la période de susceptibilité de l'homme, donc cette fenêtre temporelle est plus grande chez l'homme que chez la souris. Donc ça limite aussi l'utilisation du rongeur comme modèle d'étude pour l'étude des perturbateurs endocriniens. Un autre effet fenêtre, c'est avec le bisphénol A qui aboutit à l'interdiction du bisphénol A dans les biberons, justement parce qu'on s'est rendu compte que le bisphénol A avait vraiment des impacts majeurs au niveau de la période périnatale, donc in utero et juste après la naissance, notamment par le lait maternel. Donc le bisphénol A, comme c'est un perturbateur endocrinien, il se fixe sur des récepteurs hormonaux. Et on a pu montrer que si on exposait donc des souris in utero, donc on donne le bisphénol A à leur maman gestante, à la femelle gestante, et ben les descendants avaient des problèmes au cerveau, donc de développement du cerveau, des pubertés précoces, des défauts de développement des glandes mammaires, et qui vont surtout en fait se faire ressentir plus tard, notamment à l'adolescence. Et on va avoir aussi à l'âge adulte plus de risques de tumeurs du sein. Donc finalement, le bisphénol A, il a induit des malformations au cours du développement embryonnaire ou fœtal, et ces malformations ne pourront se faire ressentir que parfois à retardement. Et donc c'est pendant cette période critique de formation des glandes mammaires, de formation de l'appareil génital ou des précurseurs des cellules sexuelles que finalement l'effet du bisphénol A est majeur.
Alors aussi à noter que finalement, on estime que des doses qui sont 2000 fois plus faibles que les doses, les valeurs toxiques de référence peuvent agir. Donc c'est bon, grâce à ces observations qu'on a pu mettre en place certaines législations limitant le bisphénol A, mais il est encore utilisé. Donc la troisième caractéristique des perturbateurs endocriniens, c'est l'effet cocktail. Donc ça veut dire que ce n'est pas un effet additif, mais c'est un effet synergique. C'est-à-dire si on prend l'action d'un perturbateur endocrinien et l'action d'un autre et qu'on les met ensemble, ça ne va pas juste être l'addition des deux effets, il va y avoir une potentialisation de leurs effets, un effet synergique, une amplification de leurs effets. Donc ça a été montré en regardant du coup l'effet de deux perturbateurs endocriniens, la génistéine, donc qui est une phytoestrogène produit par le soja, et la vinclosoline dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a regardé la qualité du sperme. Donc ça c'est le nombre de cellules, donc de spermatozoïdes produits par les rats. Donc en fait on a fait différentes injections de génistéine, c'est écrit G, et de vinclosoline, c'est écrit V. Et donc on voit que soit on fait des injections de une dose de 1 microgramme par kilogramme par jour ou de 10 microgrammes par kilogramme par jour. Et donc si on injecte, on va regarder par exemple de la génistéine à 1 microgramme par kilogramme par jour, donc ça c'est le contrôle, là c'est la génistéine, on voit qu'il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de réduction spermatique. Pareil, si on injecte de la vinclosoline à 1 microgramme par kilogramme par jour, on n'a pas d'effet par rapport au contrôle. Et maintenant, si on met les deux ensemble, G1 plus V1, vous voyez qu'il y a un effet. Donc tous les deux, en fait, se sont additionnés, et voire plus qu'additionnés, parce qu'on a un effet qui est beaucoup plus important que l'effet additif des deux molécules. Donc cet effet synergique et non additif peut être aussi démontré en utilisant des tests donc in vitro, donc c'est ce qu'on appelle le test YES, et qui est utilisé notamment pour détecter les perturbateurs endocriniens dans une eau polluée, pour faire des tests de qualité environnementale. Donc voici le principe de ce test. Ça s'appelle le test YES parce que c'est Yeast, donc levure Estrogen Screen. Donc on va tester ça sur des levures. Donc on va prendre des levures dont on va modifier le génome. Donc on va synthétiser donc un gène artificiel qui va correspondre à une fusion entre le gène d'une protéine colorée. Donc lorsque cette protéine est présente, en fait, ça fera une couleur violette. Lorsqu'elle est synthétisée par la cellule, ça fera une couleur violette dans le milieu de culture. Et on va donc fixer en amont de ce gène une séquence de liaison des hormones œstrogènes. Donc potentiellement des perturbateurs endocriniens qui sont capables de mimer les hormones œstrogènes. Et donc les perturbateurs endocriniens peuvent être des activateurs de la transcription. Ce qui fait que quand ils se lient à cette séquence de liaison aux hormones œstrogènes, ils vont pouvoir recruter l'ARN polymérase, donc assure la transcription. Et derrière, ça va donc permettre la traduction, donc la synthèse de cette protéine colorée. Donc lorsque les perturbateurs endocriniens ne sont pas présents dans le milieu, la séquence n'est pas transcrite, donc la protéine colorée n'est pas synthétisée. Et par contre, s'il y a des perturbateurs endocriniens dans le milieu, le perturbateur endocrinien se lie sur cette séquence en amont et active la transcription. Et on a un changement de couleur. Donc on va résumer ici. On va mettre en contact le polluant avec la levure qui a été modifiée génétiquement. Et si le perturbateur endocrinien agit comme les hormones de type œstrogène, alors il va y avoir traduction du gène de la protéine colorée. Et donc il y aura un changement de couleur du milieu de culture, qui deviennent donc les milieux de culture bleu-violet. Donc ce test a utilisé pour montrer les effets synergiques de 8 perturbateurs endocriniens. Donc là on va ajouter dans le milieu de culture des levures, en fait, différents perturbateurs endocriniens qui sont numérotés de 1 à 8. Et on va regarder donc la production de protéines violettes par absorbance. Et on voit que quand on ajoute donc chacun des composés séparément, en fait, on a très peu de production de protéines violettes parce que l'absorbance dans le couleur complémentaire du violet est quasiment nulle. Et donc ça, ce serait l'effet si on additionnait en fait les 8 absorbance obtenue par les 8 traitements séparés. Et après, on a fait un test, YES, où cette fois-ci, on a mis les 8
perturbateurs endocriniens dans le même puits en même temps. Et on voit que, vous voyez, on a une production très importante de protéines violettes. Donc on a une activation de la transcription beaucoup plus importante qu'avec les perturbateurs endocriniens seuls. Donc ça, c'était aussi une des études in vitro qui avait pu montrer que les polluants pouvaient avoir un effet synergique. Donc des faibles doses individuelles ne marchent pas, mais des faibles doses de plusieurs polluants ensemble peuvent être dommageables en induisant des modifications transcriptionnelles. Alors l'autre caractéristique et la dernière des perturbateurs endocriniens, c'est qu'ils peuvent avoir des effets transgénérationnels. Alors ça veut dire que donc, non seulement la population qui est exposée ou l'individu qui est exposé peut avoir des effets, mais pas forcément, mais que les générations futures peuvent être touchées, donc pas forcément la génération qui a été touchée in utero, même la descendance de cette génération qui a été utilisée, qui a été donc touchée in utero. Et donc on pense en fait qu'il y a une sorte de petits drapeaux génétiques qui sont transmis de génération en génération, qu'en fait ça va induire des modifications génétiques qui sont reproduites de génération en génération, sans altérer pour autant la séquence des gènes. Donc c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc là, par exemple, le Distilbène, ça a été montré que, bon, on a vu que les petites filles qui étaient exposées in utero avaient des défauts de leur appareil génital, induisant des problèmes de formation, d'accouchement et de formation des grossesses à terme. Et les enfants, donc les garçons de ces petites filles qui ont été traitées in utero, ont aussi des problèmes de développement de l'appareil sexuel, et notamment ils ont ce qu'on appelle donc une hypospadie. L'hypospadie, c'est le fait que l'urètre, c'est-à-dire le canal qui amène l'urine, ne débouche pas au bout du pénis, donc, ou qu'une partie. Et donc ça induit des gros problèmes dans la vie quotidienne. Et donc il y a un article qui avait été publié en 2011 par le CHRU de Montpellier, qui avait montré que les petits-enfants, donc la 3e génération des femmes distilbènes, donc celles qui ont pris la distilbène, ont 40 à 50 fois plus de chances de souffrir d'hypospadie. Donc ça veut dire que y a une mémoire génétique de cette consommation de distilbène. Alors ça peut être montré aussi avec les cancers. En tout cas des maladies de différents organes, de la prostate, du foie, des testicules. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a traité donc des rats avec soit une solution contrôle, soit de la vinclosoline, donc qui est un pesticide. Et on a regardé les effets sur la descendance, donc à la génération F1, la génération F2, F3 et F4, donc les enfants, les petits-enfants, etc. Et on voit que donc par exemple pour la présence de tumeurs, le risque de cancer, il y a une augmentation, il y a un risque de cancer qui est plus important dans les générations F2 que la génération F1. Pareil pour les maladies du foie. Donc ça veut dire que l'effet ne va pas se faire ressentir sur les enfants, mais plutôt sur les petits-enfants de ces rates gestantes qui ont été exposées donc, pendant qu'elles étaient gestantes. Donc pour terminer ce diaporama, je voudrais revenir sur le syndrome de dysgénésie testiculaire, qui est donc une perturbation des fonctions de la reproduction masculine que l'on observe depuis plusieurs années dans les pays industrialisés. Donc notamment, vous avez le graphe ici qui montre qu'on a une diminution du nombre de spermatozoïdes. On a une augmentation du cancer testiculaire donc chez les jeunes hommes. On a également une augmentation du taux d'hypospadie, c'est-à-dire le fait que l'urètre ne débouche pas à l'extrémité du pénis. Et on a également une augmentation du cryptorchidisme, c'est-à-dire que les testicules ne descendent pas, et ce qui donc empêche la production correcte de spermatozoïdes. On a également pu montrer qu'il y avait une diminution de 1% par an de la production de testostérone chez les hommes. Et donc ce syndrome de dysgénésie testiculaire, de malformation testiculaire, conduirait à une hypofertilité et serait causé en fait par des perturbateurs endocriniens. Alors comment on peut le prouver? Il y a eu des expériences qui ont été menées chez l'animal. Est-ce que c'est bien les perturbateurs endocriniens qui sont responsables de ces malformations testiculaires? Donc par exemple, on a traité des rats avec de l'octiphénol, donc qui est présent dans les plastiques, que l'on suppose être un perturbateur endocrinien, et on a regardé donc l'effet sur les organes reproducteurs. Donc ici vous avez les testicules, là les canaux de l'épididyme, là la prostate, là les vésicules séminales, et bon là les reins, c'est en dehors de
reproduction. Mais on voit que donc à droite, c'est toujours ceux qui ont été traités avec l'octiphénol. On a une réduction de la taille et donc du développement de ces organes sexuels. Après, on a fait des coupes des testicules. Donc, on voit ici, on a les tubes séminifères. Donc, on voit les petits flagelles des spermatozoïdes là, et la tête des spermatozoïdes ici. Donc, ça, c'est dans le cas du témoin. Et on voit que dans le cas de rats qui ont été traités avec l'octiphénol, les tubes séminifères n'ont plus de spermatozoïdes. Donc, il y a d'autres perturbateurs endocriniens qui ont été testés. Donc, la vinclosoline encore. Donc, on a regardé l'effet du traitement à la vinclosoline sur la quantité journalière de spermatozoïdes produits par testicule. Et on voit que si on traite donc avec 36 jours de vinclosoline des rats mâles adultes, on voit qu'on a une diminution du nombre de spermatozoïdes qui est significative. Alors, les autres perturbateurs endocriniens qui ont confirmé cet impact négatif sur la reproduction, en tout cas la production de spermatozoïdes, c'est les phtalates, donc on va retrouver notamment dans les plastiques. Et donc là, vous avez ces différentes molécules, les phtalates, donc le BBP, le DEHP, le DINP, tout ça, ce sont des phtalates. Donc on a regardé le poids des testicules de rats mâles, donc qui ont été exposés pendant la gestation et après la naissance. Et on voit que, à ces phtalates, et on voit qu'on a une diminution de la masse des testicules chez le rat qui est significative par rapport au témoin. Quand on traite avec le BBP et le DEHP, vous voyez, il y a une petite étoile. Donc, il y a certains phtalates qui sont capables d'induire en fait des défauts testiculaires s'ils sont administrés au niveau de la gestation, donc en périnatal. Et enfin, il y a des expériences qui ont montré que des agents filtrants, donc comme le 4-MBC, peuvent diminuer la taille des testicules chez le rat. Donc on les trouve dans les crèmes solaires. Et d'ailleurs, l'année dernière, il y a eu tout un débat sur l'utilisation des crèmes solaires et l'impact sur la biodiversité, notamment en agissant sur la reproduction des espèces aquatiques. Alors ces études ont été menées chez les animaux, chez les rats notamment, mais est-ce qu'on a vraiment des preuves chez l'homme que ce sont les perturbateurs endocriniens précisément qui induisent ce type d'hygiénésie testiculaire? Donc on a pu montrer par exemple que les hommes qui consomment beaucoup de soja, donc qui sont exposés à beaucoup de génistéine, qui est un oestrogène présent naturellement dans le soja, ont une diminution de leur nombre de spermatozoïdes. Donc c'est une corrélation, mais donc c'est une première étude. Après, il y a l'équipe de Swan et al. Qui travaille depuis le début des années 2000 sur l'effet des pesticides de type perturbateur endocrinien sur la capacité de production des spermatozoïdes des agriculteurs qui sont exposés. Et donc finalement, on a regardé des hommes qui sont présents dans le district de Columbia, qui est plutôt un milieu agricole. Et on a comparé donc le nombre de spermatozoïdes chez ces hommes-là par rapport à des hommes qui vivent dans des villes, donc plutôt des milieux urbains, donc New York, Minneapolis, Los Angeles. Donc si on regarde ici, ça c'est le nombre de spermatozoïdes en moyenne chez les hommes qui viennent de l'État de New York, de Minneapolis et de Los Angeles. Et là ici, c'est dans le district de Columbia. On voit que donc il y a une petite étoile, c'est significativement plus faible dans cette population. Après, il y a des études qui ont été menées dans d'autres populations agricoles, dans les pays asiatiques, etc., et qui n'ont pas confirmé le fait que la qualité du sperme était plus faible chez les agriculteurs ou chez les personnes exposées à ces pesticides. Donc ensuite, il y a des études qui ont été faites un peu plus à l'aveugle, donc dans des hommes du Missouri, pareil aux États-Unis. En fait, ils ont fait deux groupes d'hommes, des groupes contrôle, un groupe contrôle, pour lequel en fait ils ont observé une qualité normale du sperme, qui est environ de 72,2 millions de spermatozoïdes par millilitre. Et après, ils ont fait tout un groupe d'hommes qui ont des concentrations en spermatozoïdes plus faibles. Donc par exemple, à 32,4 10 puissance 6 spermatozoïdes par millilitre. Et ensuite, ils ont fait des prélèvements de sang dans les différentes catégories, donc dans les deux groupes. Et ils ont mesuré la quantité de pesticides dans les sangs de ces deux groupes. Et en fait, on remarque qu'à chaque fois, dans le cas du groupe test, en fait, où on a une diminution du nombre de spermatozoïdes, on a des taux de pesticides, donc diazone, métolachlore,
chlore, halachlore, malathion, atrazine, qui est plus important que dans le cas du groupe témoin. Donc c'est une autre manière de fonctionner. Cette fois-ci, on observe les variations des spermatozoïdes, on fait des groupes contrôles et au sein des groupes contrôles, on regarde le taux d'imprégnation en pesticides. Et donc on voit qu'on a une corrélation entre un taux élevé de pesticides et une diminution du taux de spermatozoïdes. Et enfin, donc, on a pu montrer, en faisant des études de fœtus qui étaient exposés aux phtalates in utero, donc des fœtus humains, que les humains exposés in utero aux phtalates avaient des défauts de développement testiculaire chez l'homme adulte. Donc l'ensemble de ces preuves, à la fois chez l'homme et chez l'animal, semblent prouver que ce syndrome de dysgénésie testiculaire que l'on observe et qui pourrait causer des problèmes de fertilité de la population humaine serait lié à des perturbateurs endocriniens, soit des pesticides, soit d'autres molécules chimiques de type perturbateur endocrinien. Donc pour conclure sur ce chapitre sur les perturbateurs endocriniens, c'est un nouveau concept qui date donc des années 91, mais la population y est quand même de plus en plus sensible depuis 20 ans. Donc le problème, c'est d'arriver à distinguer quels sont les effets perturbateurs endocriniens des autres effets. Donc on a un peu envie de mettre tout dans la catégorie des perturbateurs endocriniens. Donc il y a beaucoup d'études qui ont été menées chez l'animal, mais encore peu chez l'homme. Donc ils représentent une révolution toxicologique, puisqu'on se rend compte qu'il y a parfois plus d'effets à faible dose qu'à forte dose. Donc ça veut dire qu'il faudrait mettre en place de nouveaux tests et surtout de nouvelles normes, ne plus appliquer ces facteurs d'incertitude en considérant qu'à plus faible dose, ce sera moins toxique. Donc ils rentrent dans la catégorie des CMR, donc cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Donc c'est très difficile de faire la distinction entre finalement des effets perturbateurs endocriniens qui sont liés à des effets indirects sur le système hormonal et des effets directs de la molécule qui vont avoir des effets tératogènes. Et pour l'instant, en fait, c'est cette nuance qui est très difficile à mettre en place. Donc pour limiter l'impact des perturbateurs endocriniens, on a quelques lois maintenant qui limitent notamment l'utilisation du bisphénol A dans les biberons, qui limitent ou interdit certains pesticides ou certains perturbateurs endocriniens comme le PCB qui est interdit, le distibène qui a été interdit, la vinclozoline qui a été interdite aussi. Et aussi, il y a de nombreux phtalates qui sont régulés ou contrôlés ou inhibés en Europe. Donc pour informer les consommateurs qu'il peut y avoir un effet perturbateur endocrinien particulièrement dommageable sur la descendance, en fait on a ce pictogramme qui permet de dire que les femmes doivent éviter de prendre ce produit pendant qu'elles sont enceintes pour éviter de contaminer leur enfant et avoir des impacts dommageables sur leur développement par la suite. Donc juste à noter que finalement on a interdit l'utilisation du bisphénol A dans les biberons pour donc empêcher son impact sur le développement périnatal, mais en fait dans le lait maternisé on a déjà en fait et le lait maternel aussi du bisphénol A. Donc finalement même si ça vient pas des biberons, ça peut venir directement du lait maternel ou les laits maternisés qui sont contaminés de base avec les perturbateurs endocriniens. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc la semaine qui vient, il y aura également un QCM à faire sur ce chapitre sur ADME et les perturbateurs endocriniens et les effets des toxiques sur l'organisme. Merci, à bientôt.